Bonjour à tous, je suis Jeanne, bienvenue sur ma chaîne Pile à lire et aujourd'hui je voudrais vous parler de mes lectures depuis le début de l'année 2019. Je suis pas trop du genre à faire des vidéos où je fais des comptes rendus de mes lectures, mais je sais que ça plaît beaucoup ici sur Booktube. Moi je préfère faire des sélections ou bien faire des vidéos de discussion. Mais là j'ai lu pas mal de choses et j'avais envie de vous en parler. Sachez que si vous voulez en voir plus souvent, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook. Où je parle beaucoup plus régulièrement de mes lectures au jour le jour, mais bon voilà un peu le best-of de tout ce que j'ai lu. Je vais pas vous parler de toutes mes lectures, là je vous parle vraiment de la crème et aussi de une ou deux déceptions. On va parler BD, on va parler essai, on va parler roman jeunesse, j'ai lu beaucoup d'albums mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. Et on va commencer tout de suite avec les BD. La première BD que j'ai lue cette année, je l'ai lue quelques jours après Noël, c'est le tome 8 de Sambre, celle que mes yeux ne voient pas. Il me semble que je vous en ai déjà parlé. C'est une série que je suis depuis que je suis adolescente. Une série que ma plus jeune sœur et moi aimons toutes les deux suivre. C'est une grande saga romanesque, romantique, un peu glauque, un peu étrange, qui court sur tout le 18e et 19e siècle. Où on suit deux familles qui, par les hasards du destin, finissent tout le temps par se mêler malgré le fait que ce soit quelque chose d'interdit. Je ne vais pas vous expliquer plus parce que c'est un petit peu compliqué. Si vous voulez en savoir plus, Internet est votre ami. Mais j'ai trouvé que ce tome-ci, le tome 8, était particulièrement réussi. Ça faisait plusieurs tomes que je regrettais qu'il y ait des cases qui soient des copier-coller des cases précédentes, juste en zoomé ou dézoomé. Là, on sent qu'il y a eu un travail de dingue sur le dessin, plus que sur les derniers tomes qui étaient sortis avant celui-là. J'ai été happée par cette nouvelle histoire entre Bernard-Marie et Judith, je crois qu'elle s'appelle. Ça a été un réenchantement, même si ce qui s'y passe est assez sombre, même si on va fouiller dans la souillure de Paris. J'ai adoré. C'était une de mes meilleures lectures de Sambre, tout tome confondu. On continue dans les suites. J'ai lu le tome 5 de L'Enfant et le Maudit de Nagabe. C'est aux éditions Komiku. C'est une série que j'adore. Je vous en avais parlé dans la vidéo des 5 mangas que je suis. Et là, c'est d'autant plus chouette que l'histoire avance vraiment. Je vous en parle pas plus, mais si vous connaissez pas, c'est vraiment merveilleux. Je vous montre un petit peu de dessin vite fait. J'aime beaucoup ce côté un petit peu griffonné, un peu flou, un peu nerveux du dessin. Enfin moi c'est ce qui m'a surtout séduite, mais c'est aussi un super conte fantastique, effrayant, un peu horrifique. J'adore. Une suite que je devais lire depuis longtemps, c'est le tome 4 de Freak Squill, qui est un très chouette comics français, roman graphique chez Ankama, de Florent Maudou. J'avais lu les 3 premiers tomes d'affilée l'année dernière, voire l'année d'avant, et je m'étais arrêtée, je ne sais pas pourquoi. Là, mon but cette année, c'est de finir la série. Ce tome est assez jouissif dans le sens où il s'agit en grande partie d'une grande course-poursuite en voiture, avec beaucoup d'action, des répliques cinglantes, des personnages hyper badass. Voilà, on entame un nouvel arc de l'histoire dans ce tome-ci. C'était super chouette de s'y remettre et je ne me suis pas sentie perdue. Le dessin est toujours aussi magnifique, bien entendu. On m'a également offert à Noël The End of the Fucking World, un petit roman graphique sur lequel s'est basée une série télé, sur Netflix je crois. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert parce qu'elle me tanne pour que je regarde la série qu'elle a adorée. Et pour me donner envie, elle m'a offert la BD et ça a fonctionné. On y suit 2 adolescents un peu taciturnes, très silencieux, très introvertis, complètement pas paumés, mais on sent qu'ils sont un peu dégoûtés de la vie et qu'elle a plus grand chose d'intéressant. Et ils fuguent entre guillemets et ils essayent de... pas de survivre, mais juste de vivre normalement. C'est beaucoup... Toute l'histoire part beaucoup par l'image. Il y a peu de dialogue, par contre il y a des regards, il y a des gestes qui en disent tellement long sur l'histoire des personnages, sur leur psychologie, sur leurs rêves, sur l'importance qu'ils ont l'un pour l'autre. Enfin voilà, c'était une lecture très rapide, poignante, qui m'a donné très envie de découvrir la série. Je ne sais pas si la série est fidèle, ni si la BD... est respectée ou si la série est mieux, quoi que ce soit, mais en tout cas c'était une très chouette lecture. On est au mois de mars, ça fait 3 mois qu'on est en 2019, j'ai lu 3 essais. Voilà, je suis contente, je voulais en lire plus. Si j'arrive à continuer à en lire un par mois, je serai très fière de moi. J'ai d'abord terminé Faut-il manger les animaux de Jonathan Safran Foer, que j'avais commencé en 2018, mais je trouve que c'est une lecture, faut pas la lire d'un coup. Enfin, moi j'y arrivais pas en tout cas. C'est une plongée assez crue dans le système d'élevage américain.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont décrites dans ce film qui ne sont pas vraies en Europe, mais peut-être que c'est mon côté bisounours, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça vous pousse à réfléchir sur votre rapport à la nourriture en général, à la viande en particulier, et sur le besoin ou non de passer au végétarisme. J'ai beaucoup aimé le fait que l'auteur n'est pas du tout agressif. Il essaye de vous convaincre, mais pas de vous persuader. Enfin, il essaye d'utiliser des arguments logiques et de vous laisser vous-même faire votre propre conclusion. Et je suis sûre qu'on peut avoir plein de conclusions différentes à la fin de ce livre-là. En tout cas, moi, il m'a décidé à drastiquement réduire la quantité de produits animaux que je mange. Peut-être en vue d'arrêter complètement, mais pour l'instant, juste réduire. Et en tout cas, si vous posez des questions, comme moi je me posais, c'est une excellente porte d'entrée pour commencer à réfléchir vous-même et à entamer peut-être une modification de votre régime alimentaire. C'est aussi une plongée assez terrible dans le capitalisme et la façon dont on exploite la nature en général. Le genre de livre qui vous ouvre les yeux et qui vous semble ensuite essentiel et que vous avez envie de conseiller à plein de gens. Voilà. Sujet drastiquement différent, j'ai lu Porno Manifesto d'Ovidie que j'avais eu envie de lire suite premièrement à son passage dans La Poudre, le podcast, puis parce que ça avait été dans la sélection d'Opaline et Lunatrix Lestrange pour le club des lectures féministes, Une chambre à nous, je crois qu'il s'appelle. J'avais jamais lu Ovidie. J'ai un autre de ses livres, le livre qui a été illustré par Digli, qui est un recueil d'essais libres. Et celui-là, j'ai beaucoup aimé. Le porno n'est pas spécialement quelque chose qui m'intéresse, mais j'aime beaucoup en apprendre toujours sur la société. Et là, j'ai beaucoup aimé en apprendre juste sur cet art subversif du film pornographique, la façon dont il a évolué, la façon dont Internet l'a changé. Le livre a été écrit au début des années 2000, du coup, il y a plein de choses qu'elle dit, qu'elle a peur que ça va arriver, et c'est arrivé depuis. C'est un livre super intéressant, qui vous donne envie de regarder des films porno, mais pas, attention, pas forcément pour votre plaisir, mais aussi pour juste les voir en tant que film et la qualité qu'ils ont. C'est vraiment une belle prouesse, c'est très intéressant. C'est aussi un livre profondément féministe qui parle aussi de la différence entre le cinéma et la réalité, sur le fait que le porno, c'est un art, c'est du théâtre, c'est de la fiction, c'est de l'artifice, qu'il faut le prendre comme tel et comme un sujet de divertissement et non pas comme un mode d'emploi, ce qui est le danger d'Internet, où on fait du, comme elle appelle ça, je crois, du support à branlette, on ne fait pas du film. Voilà, enfin j'ai trouvé ça hyper intéressant, ça se lit tout seul. J'ai pas été d'accord avec elle sur quelques aspects de sa vision du féminisme, etc. Mais premièrement, ça a été écrit il y a 18 ans et je ne sais pas, si elle a évolué dans sa pensée ou pas. Elle l'a écrit très jeune, je crois qu'elle l'a écrit, elle avait à peine 20 ans. Mais à part ça, vraiment, c'est une lecture super chouette. Enfin, je la recommande à quiconque s'intéresse un petit peu à l'étude de notre société et à la façon dont elle fonctionne. Et enfin, et ça je crois que c'est mon gros coup de cœur de l'année pour l'instant, je ne m'attendais pas à aimer autant. J'ai lu A Room of One's Own de Virginia Woolf. Une chambre à soi, un lieu à soi, une pièce à soi, ça dépend des traductions. Alors là, il est dans un recueil avec un autre essai que je n'ai pas lu, je ne vais pas le lire tout de suite, mais déjà celui-là. Virginia Woolf, on lui demande de faire un discours, un cours sur les femmes et la fiction dans je ne sais plus quel collège, dans quel contexte. Elle écrit ça en 1928, donc dans nos têtes, c'est il y a moins de 100 ans, ça a l'air très proche, la façon dont c'est présenté. Et on se rend compte du chemin parcouru non seulement depuis 1928 à ici, mais aussi depuis 1900, 1800 jusqu'à 1928. Elle présente sa réflexion. Quand on lui dit écris-nous quelque chose sur les femmes et la fiction, ben elle ne sait pas s'il faut écrire sur les femmes dans la fiction, sur les femmes qui écrivent de la fiction, sur le rapport de la fiction aux femmes, sur... Enfin, c'est très vaste comme sujet. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'elle explique que, alors qu'elle réfléchissait à son sujet, elle se met en scène en train de réfléchir. Elle s'assoit au bord d'une rivière, elle réfléchit, et elle est sans cesse interrompue par des règles sexistes du genre. Elle est en train de se promener sur une pelouse et elle se dit « Ah mais oui, je pense que j'ai un truc, je vais y arriver ». Et là, boum, il y a un mec qui l'interrompt pour lui dire qu'il y a seuls les doyens de l'université qui ont le droit de marcher sur les pelouses, les femmes et les étudiants doivent marcher sur le gravier à côté. Enfin, elle part de ça et petit à petit, sa réflexion se forme et on sait ce dont elle va nous parler. Elle va nous parler que c'est très difficile pour une femme, ça a été dans l'histoire de la littérature très difficile pour les femmes, de trouver le temps et la liberté d'esprit et la liberté de mouvement et la liberté financière de se poser pour réfléchir et écrire. Et c'est fascinant.
Alors bien sûr, il y a quelques réflexions qui sont datées, mais au-delà de cela, la réflexion de Virginia Woolf est super intéressante. Personnellement, j'ai adoré la conclusion. Elle m'a mis des frissons. Elle vous donne l'impression, en tant que femme, d'avoir un devoir incommensurable envers le reste de vos consoeurs. Et on en ressort changé, on y pense après. Après, on a envie de partir en retraite toute seule dans la forêt pour se poser et réfléchir. On a envie de pousser les femmes qu'on connaît à créer et à prendre du temps pour elles. On a envie de réfléchir à la façon dont nos mères, nos grands-mères, nos sœurs, nos tantes s'organisent dans leur vie de tous les jours et si elles ont un moment à elles pour se poser et réfléchir. C'était hyper intéressant, ça m'a séduite. Et ça m'a donné envie de lire tout Virginia Woolf parce que je trouve qu'elle a une plume délicieuse. J'ai également lu pas mal de romans jeunesse, la plupart ne sont... Je ne peux pas vous en parler encore, mais je vais vous en parler de 4. Le premier, c'est une déception. C'est La fille d'encre et d'étoiles de Kiran Millwood Hargrave chez Michel Lafon. Alors, il y avait un bandeau dessus pour dire que c'était un gros phénomène outre-Manche et que c'était un livre qui avait cartonné, etc. Et je l'ai lu, enfin j'ai lu 100 pages. Et j'ai arrêté, j'ai lu le dernier chapitre pour voir, et effectivement, je pense que je me serais ennuyée si j'avais continué ma lecture. Et je pars du principe que si moi je m'ennuie, il n'y a pas de raison qu'un enfant ne s'ennuie pas. Le pitch est pourtant chouette, on suit une jeune fille. Ça se passe dans un monde qui ressemble au nôtre, mais la cartographie est différente, et les continents ne portent pas les mêmes noms, et ça se passe sur une île où, depuis l'arrivée d'un gouverneur, il y a tout un territoire de l'île qui est hors d'accès, il y a des villages qui ont été ostracisés du reste de l'île, et notamment du port où ça se passe, et la forêt, entre cette partie de l'île où vit la jeune fille et le reste de l'île, a disparu. Elle vit avec son père qui est cartographe, et un jour, une petite fille est retrouvée morte à l'école, une de ses camarades de classe, et c'est un peu le branle-bas de combat, et ça bouscule un petit peu à la fois l'autorité du gouverneur, etc. La jeune héroïne va se retrouver embarquée déguisée en garçon. Alors elle est déguisée en son frère jumeau mort, ce qui est pas très simple. Une expédition pour essayer de sauver son amie, la jeune fille du gouverneur qui est partie à la recherche des meurtriers de la victime dans la forêt. Et elle en profite pour faire une cartographie. Et elle part un petit peu dans une quête un peu magique, féerique, à la recherche des traces de l'héroïne légendaire fondatrice de cette île. Le pitch est pas mal, il y a un joli décorum, des belles inventions, mais c'est mal écrit, ou alors c'est très mal traduit. Il y avait des passages, je ne comprenais pas d'où ils sortaient, je voyais pas le rapport avec la phrase d'avant, la phrase d'après. C'était une remarque qui aurait eu tout à fait sa place 6 paragraphes plus loin ou 3 paragraphes avant, mais à ce moment-là, c'était très étrange. La narration est bof, voilà. Le livre est très beau, c'est dommage. Il y a un petit effet de cartographie à l'intérieur qui est très beau, c'est un très beau livre et il y avait des super idées. Mais ça tombe à l'eau, dommage. Sinon, 3 lectures que j'ai beaucoup aimées. J'ai lu le 2e tome de Une saison chez les sorcières d'Anis Goldenberg aux éditions du Lumignon. On suit une espèce de grande famille de sorcières qui vivent au cœur d'une forêt enchantée. Dans le 1er tome, l'automne, il y avait des choses étranges et mystérieusement sombres qui se passaient dans la forêt, et ça continue dans ce 2e tome où un être gigantesque et froid endort tous les animaux dans la forêt, et il va falloir se demander si elles peuvent pas faire quelque chose pour régler ce problème. J'aime beaucoup le fait qu'à chaque épisode on soit dans une saison, que l'autrice mette en avant les bons côtés et les mauvais côtés de chaque saison, mais que chaque changement de temps soit l'occasion de faire une fête, et ça c'est merveilleux. J'aime beaucoup l'imaginaire, j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup la plume. Je pense que ce sont des petits livres très agréables à lire à des enfants, peu importe leur âge, de 4 à 15 ans. Ça doit être super agréable à lire à voix haute. Il y a beaucoup de trouvailles linguistiques qui sont très chouettes, pleines d'inventivité. Voilà, c'est une petite série chouchou. J'ai hâte d'être au printemps pour lire le printemps. J'ai également lu le 2e tome d'Orphea Fabula. Orphea Fabula et les coulisses de Versailles. Donc c'est écrit par Marie Alino et c'est illustré par Miss Patty. J'avais adoré le premier qui se passait en Égypte. On suit une espionne qui a 12 ans et qui est mandatée par une organisation secrète pour voyager à travers le temps, récupérer des cristaux. Et dans celui-ci, elle est envoyée à la cour de Versailles, où elle va aider également à résoudre des mystères. C'est une écriture hyper peps, enfin c'est très dynamique, on s'ennuie pas à l'action, il y a des rebondissements tous les 4 pages, et ça pourrait être lourd et nul, et pas du tout. C'est hyper chouette, on est happé, on s'ennuie pas de 2 minutes, l'héroïne c'est une pile électrique, ça se lit d'une traite, c'est drôle, et on y glisse plein de réflexions sociétales sur
la différence de classe, la différence de sexe, la différence de peau. C'est génial. Enfin, rien à dire, 20 sur 20. Et enfin, ma lecture la plus récente que j'ai beaucoup aimée, c'est L'Impossible de Madame Bébé d'Agnès Desarthes. Alors ça, c'est un roman. À partir du moment où on lit très bien tout seul, on peut le lire, peu importe l'âge qu'on a. L'héroïne s'appelle Nana. Elle entre en CP, elle sait déjà lire, ça lui fait pas peur du tout, ce genre de petite gamine qui fait du karaté, qui a pas sa langue dans sa poche, qui est très inventive et qui aime pas se laver. Et à l'école, il y a une surveillante qui s'appelle Madame Bébé, et elle est réputée auprès des enfants pour être un vrai dragon. Et un jour, Madame Bébé ne vient plus à l'école. Alors au début, Nana elle se dit ah c'est la fête et tout, limite elle souhaite qu'elle soit morte comme ça elle ne reviendra plus jamais. Et quand Madame Bébé finit par ne plus revenir, elle culpabilise et se demande si elle n'est pas vraiment morte. C'est génial, c'était drôle. Il y a une invention dans le style Agnès Desarthes, elle a glissé un tic à Nana, une habitude. Nana donne aux gens une tête de quelque chose, par exemple. Et ils ont des têtes de pourquoi j'ai reçu une goutte alors que le soleil brille. Enfin, c'est que des espèces d'inventions métaphoriques comme ça, hyper rigolotes et très parlantes, très poétiques et hyper originales. Ça donne un petit quelque chose de très malicieux à la lecture. Et c'est aussi une très belle fable sur la gentillesse, sur la bienveillance et sur le fait d'essayer de comprendre la vie des gens avant de les juger et de les ranger dans des boîtes. C'est vraiment une chouette petite lecture que je conseille si vous connaissez des enfants dans votre entourage qui sont un peu rigolos. Et même si pour vous, vous voulez une petite bluette sympathique, lisez ça. Voilà, donc j'étais très contente de mes lectures du début d'année. Et puis en fait, j'ai constaté que vis-à-vis de ma pile à lire à moi, eh ben, ça n'a pas beaucoup avancé. Parce que ma pile à lire est en grande partie constituée de romans. Et je ne prends pas le temps de lire mes propres romans, enfin mes propres, ceux qui sont dans ma pile à lire. Je prends plus le temps de lire des services presse ou des livres que j'ai empruntés au magasin. Et ça, il faut que ça change. Donc, ma résolution pour le printemps est de lire davantage de romans à moi qui attendent depuis un moment d'être lus. J'avais dit que j'arrêtais de me faire des piles à lire, mais là, c'est pas vraiment une pile à lire, juste des priorités de lecture, les choses que j'ai le plus envie de lire dans les semaines qui viennent. D'abord, je vais lire Souviens-toi de la lune de Stéphane Servan, je vous en ai déjà parlé, j'adore Stéphane Servan. C'est pas normal que j'ai pas encore lu celui-là, il faut que je le lise. Je veux lire le tome 3 de Sauveur et Fils, ça se lit tout seul, c'est merveilleux, je suis sûre que je vais adorer, j'adore Sauveur et Fils. Je veux lire le dernier tome de Autre Monde de Maxime Chatham, pareil ça se lit très vite, même si c'est un beau petit pavé, c'est de l'aventure, c'est addictif. Et puis j'aurai enfin fini une série. Depuis le temps que j'ai commencé Autre Monde, je serais ravie de enfin l'avoir terminée. Et je voudrais lire La Rose de Louise Erdrich que mon amie Charlotte m'a offert l'année dernière pour mon anniversaire. Ça fait plus d'1 an que je l'ai, il est temps que je m'y mette. Si déjà j'ai lu ces 4 romans-là, ce sera vraiment pas mal. Actuellement, je lis The High Tree de Francis Sardingue. Ça a été traduit chez Gallimard Jeunesse par le titre L'île aux mensonges et il m'était passé complètement inaperçu parce que je trouvais la couverture pas super intrigante et voilà. Alors que quand je l'ai vu l'édition illustrée anglaise par Chris Riddle, ça c'est une édition spéciale mais quand même. Voilà, alors j'ai lu les premiers chapitres, hein, je suis vraiment tout au début, hein, je dois être page 30. On suit une jeune fille, son frère et ses parents qui partent s'installer sur une île. Le papa est un scientifique, un pasteur et scientifique, je pense que ça se passe au 19e siècle, qui préfère s'éloigner un petit peu de son lieu de vie habituel car il a été à l'origine d'un scandale au niveau de ses découvertes et il s'éloigne avec le prétexte d'étudier les mollusques sur une île alors que c'est surtout pour s'éloigner. Et la jeune fille qu'on suit, qui doit avoir 12 ou 13 ans, est elle aussi très intéressée par la science, etc. et se demande un petit peu qu'est-ce qu'elle va découvrir là-bas. Je lis aussi Sorcerer of the Crown que j'espère finir ce mois-ci. Je le lis avec mon amie Agatha en même temps, on fait une lecture commune et elle est déjà bien en avance par rapport à moi. C'est un très beau livre qu'elle m'a offert après un passage à Londres. C'est écrit par Zen Cho. Pareil, j'ai lu une 50aine de pages pour l'instant, peut-être un peu plus. Ça se passe dans une Angleterre où la magie existe, mais elle est en train de mourir. Il y a de moins en moins de mages. Et le jeune ministre mage qui vient d'être promu au gouvernement et le fils adoptif du dernier mage, il est noir et cela pose beaucoup de problèmes, qu'il soit noir et qu'il soit mage. Ça se passe dans un univers un peu victorien, avec tout ce que ça implique de costumes classe et de tea time.
Mais là où j'en suis arrivée, il découvre qu'il faut peut-être aller voir au Royaume des Fées s'il n'y a pas quelque chose à faire pour faire revenir la magie en Grande-Bretagne, car il y a Napoléon de l'autre côté de la mer, enfin peut-être pas Napoléon, mais un ennemi étranger qui, s'il apprend que la magie en Grande-Bretagne a quasiment disparu, risque d'en profiter pour attaquer. Donc il y a un peu ce côté urgence politique et militaire, mais il y a aussi des intrigues un peu plus familiales et personnelles, notamment le développement de ce personnage, ce jeune homme très doux et très intelligent, qui souffre de sa couleur de peau et qui est sans cesse discriminé malgré son rang dans la société. Et là, on est arrivé dans une pension pour jeunes filles où il va rendre visite comme prétexte pour aller au Royaume des Fées. Et je pense qu'on va suivre aussi l'une des jeunes filles qui travaille dans cette pension. C'est un bouquin très riche. La langue est un petit peu soutenue, mais c'est très agréable et j'aimerais bien le finir vite parce que ça a l'air très cool. Et j'ai commencé un recueil de poèmes, Le ciel brûle de Marina Tsvetaeva, que j'ai depuis un moment. J'ai lu 10 poèmes hier soir et j'en ai adoré 5. Donc je pense que ça va être une très très bonne lecture. Ça a l'air d'être une poétesse qui est beaucoup dans la sensibilité, dans l'oppression que c'est de ne pas pouvoir être éternel ou faire ce qu'on veut. Enfin, ça a l'air d'être quelque chose de très tendu et de très violent entre cette espèce de lutte et d'envie de vivre et les barrières qu'on vous met sur la route. Enfin, pour l'instant, en 10 poèmes, c'est ce que j'en ai compris. On verra ce que j'en pense une fois que j'aurai tout lu. Et voilà, c'était mes lectures du premier trimestre 2019. Dites-moi s'il y a des livres que vous avez lus ou s'il y en a que je vous ai donné envie de lire. Et dites-moi aussi quelles ont été vos meilleures lectures de ce début d'année. Je pense que ça va me donner des idées et ça m'aidera peut-être à mettre un petit peu de hiérarchie dans ma pile à lire. Je vous retrouve très bientôt pour une grosse vidéo que je prépare depuis longtemps. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Et en attendant de vous revoir, je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures.